lorsqu'il assurait la présidence de la plateforme Alternance 2023. À cette occasion, beaucoup parmi nous l'ont découvert, ont su apprécier son talent, son management et surtout combien il pouvait se mettre en phase avec les aspirations du peuple gabonais, peuple qui rêvait plus que jamais d'un changement radical au sommet de l'État. Le 30 août, cette page, nous l'avons tournée grâce à la mobilisation de nos forces de sécurité et de défense qui nous ont permis donc de vivre la période de la transition que nous connaissons aujourd'hui. Et depuis quelques semaines, beaucoup parmi vous, tant dans le monde des médias que des citoyens gabonais, ont interpellé le président François Ndong Obiang sur des questions d'actualité de l'heure. Et ses obligations ne lui ont pas permis de se rendre disponible et surtout de répondre aux uns et aux autres. L'heure est donc venue pour lui de s'entretenir avec les médias qui sont les principaux invités ce matin sur l'actualité du pays, non pas en commentateur, mais en homme politique avéré qui, à n'en point douter, nous pouvons le penser, est l'un des pères de la transition que nous connaissons aujourd'hui. Comme nous le savons tous, un enfant a deux parents biologiques, un père et une mère. Le succès du 30 août, c'est l'avènement de plusieurs forces qui ont permis ce résultat. Et une des personnalités clés de ce dispositif, nous l'avons avec nous aujourd'hui. Voilà pourquoi, sans plus tarder, mesdames et messieurs, je vous prie, sous vos applaudissements, je prie le président François Ndong Obiang à prendre la parole pour nous livrer son message. Merci. Mesdames, Messieurs et chers distingués invités, chers membres de la presse, si mes actuelles fonctions de premier vice-président de l'Assemblée nationale m'ont imposé un devoir de réserve depuis ces derniers mois, je me dois de dire que nos retrouvailles de ce jour répondent aux nombreuses sollicitations qui m'ont sans cesse été adressées par les médias et nombre de nos compatriotes. En tant qu'acteur politique et dernier président en exercice de la plateforme Alternance 2023. Celle qui a fortement contribué avec le soutien des milliers de compatriotes qui se sont rendus aux yeux le 26 août dernier à la chute du pouvoir de M. Ali Bongo et à la libération du pays par l'ensemble de nos vaillantes forces armées regroupées au sein du comité pour la transition et la restauration des institutions. Au seuil de cette nouvelle année, je souhaiterais exprimer mes vœux les plus chaleureux à vous, à vos familles, ainsi qu'à l'ensemble de nos concitoyens. L'année qui vient de s'écouler a été marquée par des moments cruciaux dans l'histoire politique de notre nation. Nous avons traversé une période électorale inique et nous avons fait face à des défis et des enjeux majeurs. En cette période de transition politique, en vue de la restauration des institutions, il est essentiel de mettre l'accent sur
la manière dont nous la gérons, les perspectives de la mise en place d'un appareil institutionnel solide et attendu de tous, les défis que nous devons relever pour y parvenir et la construction d'un vivre ensemble harmonieux pour amorcer les grands chantiers de notre pays. La gestion de la transition politique constitue un défi de taille pour nous aujourd'hui, car c'est la pérennité d'un Gabon laissé de nos ancêtres, de nos enfants et de nos familles qui est en jeu. Nous avons dû œuvrer à maintenir la stabilité et la cohésion nationale, tout en participant à la mise en place, des fondations d'une nouvelle ère politique. Nous avons travaillé sans relâche pour avoir une transition ordonnée et constructive, en veillant à ce que les intérêts de tous les citoyens soient pris en compte. Nous sommes conscients que les attentes sont grandes et nous travaillons dans la mesure du possible à faire de notre mieux pour répondre aux besoins et aspirations de notre peuple. Parallèlement à la gestion de la transition politique, nous sommes confrontés à d'autres enjeux et défis majeurs. Le dialogue national en perspective revêt une importance capitale dans cette période de transition. Il est indispensable que toutes les forces vives de la nation puissent se réunir pour débattre des questions cruciales qui concernent l'avenir de notre pays. Nous devons promouvoir un espace de dialogue inclusif et constructif où chacun puisse s'exprimer librement et contribuer à la recherche des solutions pour surmonter les défis qui se dressent devant nous. Mais il est important d'admettre que tout dialogue suppose un travail de pacification de relations entre personnes. Entre, d'une part, les personnes qui portent en elles les stigmates des exactions du passé et d'autre part, les compatriotes considérés à tort ou à raison comme responsables de ces traumatismes. En effet, le dialogue suppose l'écoute qui nécessite l'acceptation de la considération de l'autre. Un dialogue national qui ne tiendrait pas compte de cette réalité ne permettra jamais de remettre le Gabon sur les rails de la prospérité, du développement et de la paix. Ce sera sans aucun doute un château sur du sable. Nous pensons donc que ces assises devraient s'ouvrir sous le sceau de la réconciliation nationale et la réparation, afin que tous les Gabonais soient enfin capables de se mettre autour d'une table pour bâtir les fondations d'une nouvelle République. La construction du vivre ensemble est un objectif fondamental pour notre société. Dans un contexte marqué par diverses tensions et divisions, il est impératif de bâtir des ponts et de favoriser la compréhension mutuelle entre tous les citoyens. Nous devons promouvoir la tolérance, le respect et la solidarité afin de construire une société harmonieuse où chacun puisse trouver sa place. La diversité qui caractérise notre nation est une richesse inestimable que nous devons célébrer et préserver, car c'est dans cette diversité que se trouve la véritable force de notre unité. Voilà pourquoi je salue la désignation de l'archevêque de Libreville pour assurer la présidence de ce rendez-vous historique. Oui, l'Église, experte en humanité, est mieux outillée pour bâtir ces ponts entre personnes, entre familles et consolider une nation. Je souhaite vivement que l'ensemble de l'Église catholique du Gabon soit conscient de cette lourde et noble mission qui leur est confiée. Ce n'est pas l'affaire d'un individu, mais d'une institution, d'une famille, de l'Église. Mesdames et messieurs les membres de la presse, il n'échappe à personne que l'actualité de notre pays est actuellement très mouvementée.
En ma qualité d'acteur politique, il me plaît ce jour d'échanger avec vous sur certains points essentiels de cette actualité. Mon regard s'est particulièrement porté sur les points ci-après, sans pour autant revenir sur les changements survenus à la tête de l'État le 30 août 2023. Des déplacements à l'intérieur du pays du président de la République est un point. Le dernier remaniement du gouvernement en est un autre. La situation des retraités est un point. Les bourses scolaires, l'activité diplomatique du président de la République, la rentrée à la Cour constitutionnelle et les décisions qui en découlent, la promulgation de la loi de finances 2024-2025. Dans cette liste, vous avez bien constaté que la promulgation ou la prise de décision de la loi relative à la polygamie des officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité n'en fait pas partie, car je considère qu'elle relève de la vie privée des intéressés, sans toutefois penser que le sujet n'a aucun intérêt politique ou juridique. Outre ces questions d'actualité, certains sujets méritent une sérieuse et profonde attention dans la perspective de la reconstruction de notre pays. J'en ai retenu certains que je vous laisse apprécier comment en discuter dans les limites du temps disponible. La refondation des institutions. La refondation des institutions peut être un processus complexe, nécessitant une évaluation approfondie de la structure et du fonctionnement actuel des institutions. Il peut s'agir de revoir les processus de prise de décision, de renforcer la transparence et la reddition des comptes, ou encore de réformer les organes de contrôle et de régulation. Il est essentiel d'impliquer un large éventail d'acteurs, y compris la société civile et les experts, dans le processus pour garantir sa légitimité et sa pertinence. Il est aussi question d'entrevoir une nouvelle loi sur les partis politiques et les syndicats. La réorganisation des partis politiques et de la société civile pourrait viser à renforcer leur capacité à représenter efficacement les intérêts des citoyens et à promouvoir une participation démocratique plus active. Cela pourrait inclure des mesures visant à accroître la responsabilité des partis politiques envers leurs membres et les électeurs, à favoriser la diversité et l'inclusion au sein des partis et à renforcer le rôle et l'impact de la société civile dans la formulation des politiques publiques. On doit entrevoir une nouvelle école gabonaise. La refonte de l'éducation pour relever les défis futurs pourrait impliquer une révision des programmes scolaires pour mieux préparer les élèves aux enjeux contemporains, tels que les compétences numériques, l'éducation environnementale, la pensée critique et la résolution des problèmes, sans oublier la propre maîtrise de notre identité. Il convient également de mettre l'accent sur les valeurs civiques, l'éthique et la compréhension interculturelle pour favoriser une citoyenneté active et responsable. Il est aussi question de la démocratie de représentation qui exige un redécoupage électoral au Gabon. La révision du découpage électoral nécessiterait une analyse approfondie des circonscriptions électorales afin de garantir une représentation équitable et une juste répartition des pouvoirs. Il est important de veiller à ce que le découpage électoral reflète au mieux la diversité géographique, démographique et socio-économique de la population, tout en promouvant une concurrence politique saine et un équilibre des intérêts régionaux. Il faut entrevoir des élections crédibles et pacifiques. Enfin, la mise en place d'outils solides pour garantir des élections apaisées, crédibles et justes implique des mesures telles que la mise en œuvre
de réformes législatives et institutionnelles visant à renforcer l'indépendance des organes de gestion électorale, à lutter contre la fraude électorale et à garantir un accès équitable aux médias pour tous les candidats. Il est également essentiel de promouvoir la sensibilisation des électeurs, de renforcer les mécanismes de suivi et d'évaluation des processus électoraux et de favoriser la participation de la société civile et des observateurs internationaux et nationaux. Pour cela, il serait déjà bon d'envisager la mise en place d'une nouvelle commission électorale autonome et crédible, fût-elle provisoire, devant se pencher très rapidement sur l'établissement d'un fichier électoral crédible pour des opérations électorales post-dialogue, notamment le référendum à venir. Ces propositions soulèvent des défis complexes et soulèvent la nécessité d'un dialogue approfondi et inclusif pour parvenir à des solutions durables. Elles nécessiteront un engagement ferme et une coopération étroite entre toutes les parties prenantes pour assurer une mise en œuvre efficace et respectueuse des principes démocratiques et des droits fondamentaux. Mesdames et messieurs les membres de la presse, en cette nouvelle année, je tiens à rappeler que je suis pleinement engagé dans la recherche de solutions durables pour surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés. Nous sommes, mes amis et moi, déterminés à œuvrer pour l'intérêt général en mettant en avant les valeurs de justice, d'équité et de progrès. Nous comptons sur le soutien de la presse pour relayer nos actions et nos ambitions, pour contribuer à éclairer l'opinion publique sur les enjeux cruciaux qui façonnent notre présent et notre avenir. Sur la vérité de l'histoire, si la vérité de l'histoire nous impose de reconnaître les acteurs majeurs qui se sont battus pour l'avènement de l'alternance dans notre pays, à l'instar de Paul Babesso, de Pierre Mamboundou, d'André Mbouba, de Jean Ping et Albert Ondossa, je souhaiterais exprimer de façon particulière ma gratitude à l'ensemble des citoyens qui, par leur engagement et leur dévouement, ont contribué à l'événement du 30 août dernier. Permettez-moi, sans être exhaustif, d'en citer quelques-uns qui ont particulièrement marqué l'homme politique que je suis devenu depuis peu. C'est le lieu et l'occasion pour moi de leur rendre un hommage solennel pour avoir donné le meilleur d'eux-mêmes, pour permettre au pays de tourner les sombres pages du régime tyrannique d'Ali Bongo jusqu'à risquer leur vie. Il s'agit entre autres d'Alexandre Barrault Chambly, un homme de qualité, d'une grande valeur, un homme d'État qui a donné le meilleur de lui-même au sein de l'alternance 2023. Il est également question de Madame Bissang, une femme de très grande hauteur et de grand cœur qui a su se mettre à sa place et se soumettre à la volonté des autres. On peut citer ainsi Madame Janine Tati de l'Union nationale, M. Jean-Robert Moulungana, qui a une très belle plume, une intelligence fine et qui est du parti du RPR, Etienne Francky Meba Mondor d'Imebo, un jeune homme, vice-président de Réagir, actif et réactif, et d'une intelligence avérée. Bruno Ndomitsa, ici assis à ma droite, ce prêtre catholique de grande facture et de grande valeur qui a pris la décision de laisser sa soutane et de participer à la libération de son pays, alors qu'il pouvait paisiblement continuer à vivre dans une belle église du sud de la France, du côté des Alpes-Maritimes. Il a fait le choix du Gabon. Nous pouvons citer
le vénérable aujourd'hui Mino Zima Ebeya de l'Union nationale. Nous pouvons citer Eugène Revangui, cet homme et tout son groupe qui n'ont cesse de militer pour une alternance et pour une transition. Nous voulons aussi saluer leur courage, surtout avec des santé fragiles. Je les ai reçus à alternance à 2 reprises pour me tenir un discours de cohérence et un discours de nationalisme. Nous pouvons citer Mathurin Mundé-Liban, un homme d'une très grande clarté intellectuelle, qui a mis du sien, lui aussi, ce Gabonais, qui a travaillé hors du Gabon, et précisément à Total Paris, s'est engagé à mettre à la disposition de son pays toutes les lumières de sa conscience. Et nous pouvons citer enfin Brice Clotaire Oligui-Nguema et tous ses compagnons, pour le courage dont ils ont fait montre, pour la capacité et l'intelligence qu'ils ont su mettre pour arriver à cette opération sans effusion de sang et sans blessure. Le chemin qui s'ouvre devant nous est semé de défis, mais il est aussi porteur de promesses et d'opportunités. Ensemble, nous pouvons relever les défis qui se présentent à nous et construire un avenir meilleur pour notre pays et pour les générations futures. En vous renouvelant mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année, je forme le vœu que celle-ci soit marquée par la solidarité, la coopération et le progrès. Ensemble, nous pouvons réaliser de grandes choses et bâtir un avenir promoteur pour le Gabon, notre pays. Je vous remercie et très cordialement. Merci au président François Ndomobian et merci à vous tous pour ces moments d'écoute. Je voudrais à l'instant nous décliner la suite de notre matinée. Je sais que les journalistes sont en train d'affûter leur stylo et préparer leur micro pour les questions. Mais nous allons prendre, ou vous allez prendre votre mal en patience. Parce que tout simplement, beaucoup sont partis de leur domicile sans avoir le temps de prendre ne serait-ce qu'un verre d'eau. Voilà donc que je vais commencer par, dans un premier temps, vous inviter à nous diriger à ma droite là-bas. Il y a des jeunes gens qui vont vous orienter à ma droite pour un petit service de café, des petites viennoiseries et tout ça. Nous en avons pour 10-15 minutes au maxi. Après, nous reviendrons à notre place. Mais ne vous en faites pas, ce sera toujours où je dessert autour de vous, on pourra s'enlever à tout moment. Donc après les 10-15 minutes, on reviendra à nos places. Et en ce moment, on entamera la discussion avec le président François Ndomobian. Les journalistes et eux seuls, ils seront autorisés à poser des questions sans filtre et sans tabou. Je vous remercie et à tout à l'heure. Et je précise que quand je donne la liste des personnes, celles que je découvrais depuis mon activité politique, c'est la liste que je donne. Il y a des personnes que je ne découvrais pas qui ont été alternantes. Des personnalités comme François Ndoïdou, je ne découvre pas François, comme Edgar Owol. Il y en a plein comme ça. Celles-ci, ces personnalités, je ne les découvrais pas. Donc, celles qui m'ont marqué parce que c'est la première fois que j'ai rentré en contact avec elles sur le plan politique, c'est celles-là qui ont été citées. Merci. Et par rapport à la série de questions, nous allons à chaque fois prendre une série de 3 questions. Et le président va répondre et on reviendra vers vous. Sauf que nous ne sommes pas là pour toute la journée. Cette séance, nous en avons pour une demi-heure. Vous savez, il y a quelqu'un qui nous disait en France qu'il ne faut jamais considérer les gens de la presse comme étant des amis.
Et dans notre culture, on dit qu'il faut que l'étranger reste un peu longtemps pour qu'il commence à montrer son vrai visage. Voilà, il ne serait pas bon que l'on soit là pendant tout longtemps. Il y a une question essentielle sur l'actualité de notre pays. Voilà pourquoi je vais donc ouvrir la série de questions. Je ne sais pas, il y a un micro qui va tourner dans la salle. C'est lui ou celle qui devrait commencer la série de questions. Vous avez la parole. Vous vous présentez. Vous vous présentez et vous posez votre question. De grâce, nous faisons plus des commentaires, d'autres discours, d'autres ainsi de suite, à l'ordre du jour. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Maurice Bouyomba du média marocain, le 360. Alors, Monsieur le Président, parmi les noms que vous avez cités, figure ce qui ne figure pas, ceux d'Hervé Patrick Opianga, le président de l'UDIS, et qui vous a accompagné, mais également Albert Ondo Ossa, le candidat de la coalition lors de la dernière présidentielle. Qu'est-ce qui justifie cette ignorance? Ça, c'est la première question, Monsieur le Président. La deuxième, s'agissant de l'actualité, il y a une qui défraie la chronique dans les réseaux sociaux, celle de la nomination comme directeur général adjoint à l'ARCEP de l'époux du ministre de la Communication. Alors, vous qui êtes acteur politique, Monsieur le Président, est-ce qu'il n'y a pas là une forme de népotisme, elle qui était chante de l'opposition et qui décriait les errements de l'ancien régime Bongo? Merci. Merci. Une autre personne? Monsieur le Président, bonjour, je suis Ismaël Obiancé. On a comme l'impression que 6 mois après la mise en place de la transition, les acteurs politiques de l'opposition qui ont rejoint les militaires sans parler désormais le même langage, est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de nous surprendre qu'entre vous, il y a quand même des points de désaccord? Par exemple, la question de l'éligibilité lors des prochaines élections présidentielles. Est-ce que c'est une question qui vous divise ou une question sur laquelle vous êtes désormais d'accord en attendant le dialogue? Alors, merci. Nous sommes déjà à 3 questions. Nous allons commencer par répondre à cette série de 3 questions. Je remercie M. Maurice Bouyomba pour la question. Ouais, d'accord, excuse-moi. Oui, c'est le lieu de reconnaître que j'ai bien dit que la liste n'était pas exhaustive et qu'il y a des oublis. Mais je tiens à préciser que M. Hervé Patrick Opianga a été un acteur important dans la mise en relation du CTRI et de la tendance 2023. Il était l'homme proposé au service et au contact. Et j'ai appris à connaître ce monsieur à cet instant-là. Mais j'ai dû comprendre en le fréquentant qu'il était pénétré, tout en étant de la majorité présidentielle, de l'idée qu'il fallait faire maintenant autrement. Et je me souviens que les membres de son parti sont venus voir réagir parce qu'ils avaient fait un appel au report aux élections. Son parti, le seul parti de la majorité à l'époque. Et nous avons écouté, mais nous avons, nous, maintenu l'idée que nous irons aux élections coûte que coûte, jusqu'au bulletin unique. Donc, c'est le lieu d'affirmer que M. Hervé Patrick Opianga a joué un rôle important dans la transition et que d'ailleurs, en tant que parlementaire, il est passé devant la commission des finances pour présenter le budget de son ministère. Il l'a présenté avec beaucoup de qualité et de sérieux. Les députés ont pu apprécier. Vous savez, les Gabonais jugent les autres aussi facilement. C'est certainement dû à la petitesse de notre population. Mais ce monsieur a fait bonne impression dans la présentation du budget du ministère des Mines. Il a été sincère, il a dit des vérités très nationalistes, très patriotiques, que je considère que c'est un monsieur de bonne valeur. Maintenant, il est sorti du gouvernement parce qu'il y avait certainement peut-être des incompatibilités. C'est tout à fait normal. Je dois aussi affirmer qu'il est temps, dans la construction du Gabon que nous voulons pour demain,
de constituer une élite d'hommes d'affaires gabonais. Ce n'est pas possible qu'un pays du monde vive sans nationaux ayant de l'argent en propre et n'ayant pas gagné cet argent dans le milieu politique. Il y a des milliardaires à côté au Cameroun, au Sénégal et partout ailleurs. Donc il faut constituer une classe d'hommes d'affaires véritable. Et je vous dirais, pour moi le juriste, je l'ai appris en fac de droit, les affaires entraînent souvent quelques petites complications. C'est jamais propre et simple. Toutes les grandes fortunes qui se sont bâties sur terre, c'est jamais propre et simple. Voilà ce que je peux dire d'Hervé Patrick Opianga. Quant à Albert Odossage, je l'ai cité avec les autres, je l'ai classé haut avec les Bables seuls, parce que effectivement, nous ignorons que les résultats réels du 30 août nous donnaient vainqueur des élections. Mais la commission électorale qui s'est arrogée le droit d'inverser les résultats a proclamé autre chose, ce qui a facilité les militaires à agir. En dosage, je l'ai plutôt classé avec les personnalités de sa dimension, donc Mamboundou et le reste. Donc il n'a pas été oublié. Maintenant, M. Ismaël Obiang parle de cette alternance. Il y a la deuxième question sur la nomination. Ah oui, la nomination de l'époux de Laurence, donc. Ah oui, mais ça aussi, ça rentre dans les mœurs et dans la petitesse de notre pays. Vous êtes 2 millions d'habitants. Si vous visitez tous les ministères et toutes les institutions, vous trouverez les parents des personnes qui sont à la tête de ces institutions. Donc, moi, je n'ai pas spécialement étudié le dossier, et puis je me refuse toujours de traiter de la qualité des personnes. J'ai appris par vos milieux et par certaines déclarations que ce monsieur est diplômé de télécom. S'il est diplômé de télécom et qu'il est nommé dans un secteur de télécom, moi, je vous dis franchement, il est en adaptation avec sa formation. Maintenant qu'il soit l'époux d'un ministre, j'ai envie de dire, et là je pèse mes mots, que cela ne saurait faire obstacle. L'époux des ministres doit pouvoir travailler. Et il devrait être nommé, mais à condition qu'il soit compétent. Ça se voit partout ailleurs. Ça s'est vu même dans les grandes démocraties où moi j'ai fait mes études en France. L'époux des ministres est nommé, mais attention, il est nommé dans le cadre de ses compétences. Si Madame Laurence Don était cultivateur à Kango et qu'on le nomme à l'ARCEP, c'est sûr qu'il a atteint son degré d'incompétence et que ça générait. Donc le commentaire ex abrupto que je peux faire pour éteindre toute cette polémique, on m'a dit que ce monsieur est diplômé des problèmes de télécommunication et il est nommé dans ce secteur. Mais s'il est nommé et qu'il a les compétences, oui. Mais ma femme, si je suis ministre, peut être directeur général de l'ENS. Elle est gabonaise, elle est professeure d'université. Pourquoi ça générait? Si, à supposer que je sois ministre, ma femme est professeure d'université, elle peut être nommée, elle est gabonaise. Donc moi je vois pas pourquoi ça va gêner. On va pas traverser la vie pour ça. Mais moi je suis attaché aux compétences des gens, mais pas à leurs identités sociales, ethniques et consorts. Moi c'est la compétence. Et vous le savez depuis que vous m'avez fréquenté à l'alternance. Alors, Ismaël dit nous parlons le même langage. Non, nous avons accepté la transition. Quand j'ai été rencontrer le président Touadéraï, émissaire des présidents de la CEMAC, le discours et les entretiens, d'ailleurs je l'ai rencontré à 2 reprises dans cette époque-là, nous avons convenu que nous ferions l'alternance avec les militaires. Et l'alternance suppose une certaine responsabilité d'esprit. C'est pourquoi je vous ai dit que je me suis abstenu de bavarder, de faire des commentaires, des sorties tout azimut. Il était d'abord mieux de commencer à travailler, à apprendre. D'ailleurs, j'apprends le métier de député. J'ai jamais été député. Les gens devraient être humbles.
M. Olidi n'est pas politique. Il est militaire. Et les militaires, ça fonctionne dans une autre stratégie psychologique. Ça, il faut le comprendre. Quand on va à Saint-Cyr, West Point, ce n'est que pour apprendre la stratégie. Comment défaire l'autre, et ainsi de suite. Alors, quand on va en fac de droit, c'est pour comprendre les règles de droit et comment est-ce que de temps en temps on peut aider à les franchir. Vous voyez, et en psychologie, pareil. Donc, nous parlons le langage de la transition. Il doit être le langage de la cohérence, mais il va y avoir le moment des débats. Ça va être la constituante à composer, ça va être la conférence nationale, et ça va être tout le dispositif des textes nécessaires dont je vous ai fait montre, dont j'ai cité tout à l'heure. Et là, il y aura véritablement un débat démocratique et des divergences qui devront aboutir à des moments de consensus ou à des moments de position. Donc, il n'est pas question de parler aujourd'hui. J'ai même entendu, ça m'a été reproché, que monsieur le président d'alternance et le premier vice-président de l'Assemblée, il a la bouche pleine, il ne parle plus. Mais non, par éthique, quand on apprend quelque chose, et quand on vit en milieu politique, il faut d'abord savoir prendre ses responsabilités. Et puis, si on a reçu de l'éducation, ce n'est pas tout que de parler à tout vent. Moi, je suis pas un perroquet. Je ne parle que de manière précise. Et ça, vous le savez. Ça a été précis. Quand j'ai conçu le terme candidat consensuel, moi, c'est la précision qui m'importe. Si je commençais à parler depuis le mois d'octobre, on en serait où? Même sur le forum de l'Assemblée nationale, je n'interviens pas. Je lis, parce que c'est pas ça qui fait la politique. La politique, c'est d'abord de comprendre ce qu'on doit faire et ce qu'on veut faire. Non, les problèmes d'éligibilité seront soulevés. Il va y avoir une nouvelle constitution. On aura le temps d'en parler. Il peut y avoir d'exclusives ou d'exclusions. On va en parler le moment venu. Et nous partons dans l'idée d'une transition ouverte, inclusive, et qui nous amène vers des élections tout à fait inclusives. Je vous remercie. Deuxième série de questions. Bonjour. Fabien Lidon de la rédaction de Dépêche 241. Alors, ma première question est la suivante. 4 mois après le début de la transition, quel bilan dressez-vous de cette dernière? La seconde, au regard de la trajectoire prise par cette transition, semblez-vous toujours être satisfait par rapport à vos espoirs, par rapport à vos attentes au moment de vous engager dans cette transition? Vas-y, par une autre. Deuxième. Bonjour, Monsieur le Président. Karl Makemba de la rédaction du Gabon Médiacaï. Alors, j'aimerais rapidement revenir sur la polémique suscitée à la suite de la nomination de l'époux du ministre de la Communication. Alors, certains compatriotes s'indignent justement du 2 poids 2 mesures par rapport au traitement de cette question par la présidence de la République, qui semble demander à l'époux du ministre de la Communication de tirer les conséquences de l'annulation suscitée. Dans le même temps, la désignation de Marie-Madeleine Branchot en qualité de présidente honoraire de la Cour constitutionnelle a également suscité la polémique. Et là, heureusement, la présidence a pris une autre position. Au-delà de la légalité de la démarche, est-ce que vous comprenez que l'opinion est quand même... est-ce que vous comprenez que les Gabonais puissent être choqués par une telle désignation? Et sur une deuxième question, Monsieur le Président, c'est par rapport, c'est aussi une question d'actualité. Donc, les premiers éléments de l'enquête sur la supposée inclusion d'hommes armés au domicile du président de la commission de la CEAC écartent la piste d'une mise en danger de la sécurité du diplomate, comme cela avait été affirmé par l'Angola. Pensez-vous qu'il y a une volonté de l'Angola de s'aborder la transition au Gabon?
surtout lorsqu'on sait les efforts consentis par ce pays pour isoler le Gabon au plan sous-régional. Je vous remercie. Ok, merci. On donne la parole au président. Et il y a déjà eu 2 séries. Ah, il manque. Ok, allez-y. Monsieur le Président, bonjour. Farid Bouka de la rédaction des 241. Monsieur le Président, la modification, la suspicion de violation de l'article 35 de la Charte de la transition fait des émules au sein de l'opinion. Il me souvient que pour l'introduction de la mention président de la République, la Charte de la transition a fait l'objet d'une modification à travers la loi notamment 001/2023 du 6 octobre 2023. Au préalable, il n'a manifestement pas été respecté au moment de l'érection du décret portant nomination du gouvernement dans Syllabus, où les fonctions du ministre de la Défense et du ministre de l'Intérieur ont été dévolues à d'autres personnalités. Ce qui donne l'impression que certaines modifications de la loi sont faites à des convenances personnelles, ce qui inquiète beaucoup de Gabonais. Vous êtes un juriste suffisamment aguerri, Monsieur le Président. Quel est votre avis justement sur ces questions à travers lesquelles les Gabonais s'inquiètent? Parce que ce sont là des pratiques qui existaient déjà sous l'ancien régime et qui aujourd'hui, bizarrement, apparaissent encore alors que nous sommes en période de transition. Une chance inespérée qui nous est donnée de désormais respecter scrupuleusement les lois de la République. Alors, on dit 4 mois depuis le début de la transition, quel bilan? Le bilan, il est positif. 4 mois, c'est peu pour la vie des nations. Après 56 ans d'un régime consolidé dans la gabégie et la dictature voilée, et surtout que les 14 dernières années étaient lugubres. 14 dernières années étaient lugubres, donc 4 mois, c'est très peu. Et il y a dans ces 4 mois, vous devez admettre et convenir de l'apprentissage des acteurs, de la volonté des acteurs de vouloir résoudre les choses, mais parfois peut-être un peu précipitamment. Mais le bilan, en majorité, des décisions qui ont été prises sur un certain nombre de choses, sur les fonctionnaires, sur la reprise des reclassements, ainsi de suite, et sur l'embauche des jeunes Gabonais, sur les retraites, sur les bourses, sur l'aménagement du réseau routier. Ces mesures-là intéressent les Gabonais et d'autres ont été prises pour le pouvoir d'achat. Maintenant, les attentes sont nombreuses parce que le pays est dans un état extrêmement catastrophique. Vous savez, il n'y a qu'à regarder, toutes nos voies s'écroulent, se coupent. Parce qu'on a passé 12 ans sans entretien. Sans entretien. On a dit un jour qu'on va donner à l'ANGT le droit de conduire les grands travaux. On a fermé toutes nos bases DTP. Et voilà que les voies s'écroulent parce qu'une voie a besoin d'entretien. Donc le chantier est vaste et le bilan en 4 mois, je peux dire qu'il est positif parce que c'est très court, c'est très peu, 4 mois dans la vie d'une nation. Mais maintenant, la trajectoire que prend la transition, je suis satisfait. Moi, je suis toujours dans l'idée que les grandes lignes ne sont pas encore déplacées. Les grandes lignes qui consistent à dire que nous avons arrêté ensemble le fait que nous mettons à plat toutes les institutions, nous allons les refonder, nous allons à une conférence nationale avec une constituante et nous adopterons notre constitution par référendum. Aucune de ces grandes lignes n'a bougé. Mais maintenant, je sais que les Gabonais sont friands de nominations, sont friands des positionnements des uns et des autres. Et là, effectivement, ça gesticule beaucoup. Mais ce n'est pas, j'allais dire, l'essence et l'essentiel d'une nation. L'essentiel d'une nation, c'est les institutions. C'est pas tant les hommes. Maintenant, les hommes, on verra après. Là, nous sommes encore à une étape de balbutiement. Et puis, admettez,
en sciences politiques, comme dans toutes les révolutions, en sciences politiques, il y a toujours des moments de balbutiement. Donc, il faut l'admettre, la trajectoire n'a pas bougé. La colonne vertébrale de la transition est intacte. Maintenant, les à côté, effectivement, peuvent laisser droit à certains commentaires, mais on va pouvoir les réviser. Vous voyez très bien que, en très peu de mois, on a vu un remaniement du gouvernement, mais les choses vont bouger. Ça, soyez-en sûrs. Parce que, au fil du temps, on constatera les carences, certains errements qui ont été développés par de nombreux acteurs. Bon, maintenant quand on revient toujours au thème de l'époux de Laurence, donc j'ai déjà répondu, et sur Marie-Madeleine Mouranto, oui, le juriste que je suis recherche toujours la base légale de cette nomination. Parce qu'effectivement, si nous avons éclaté toutes les institutions, ça veut dire qu'aucune constitution ou aucune loi organique n'est à la disposition des juges constitutionnels actuels pour honorer un des leurs. Donc, sur quoi ils se sont fondés. Et là, vraiment, je prends ma casquette de juriste. La Constitution et la charte sur laquelle repose notre gouvernance actuelle ne reconnaît pas déjà la Cour constitutionnelle. Parce qu'en 91, la Cour constitutionnelle n'existait pas. Elle est venue par après. Si on doit faire vivre la Cour constitutionnelle comme elle vit présentement, cela ne peut se faire que sur la base de la première constitution qu'il a fondée. Donc, et de la première loi organique qui a été prise à cette époque-là. Et je suppose, sans pouvoir m'enfermer dans une cellule, je suppose que cette loi organique de cette époque, de 92, 93, ne met pas et ne soumet pas l'honorariat à un de ses membres. Donc, les différents juristes peuvent épiloguer, la chose est simple. Maintenant, on quitte le droit, la lettre, on va à l'esprit. Chez nous, c'est comme ça fonctionne comme ça. On dit la lettre et l'esprit. L'esprit, c'est quoi? L'esprit, c'est que le Premier ministre Dom Simon est venu au Parlement pour faire acter une feuille de route. Il n'est pas venu présenter une politique générale qui donne droit à une élection ou à un vote de censure. Donc, même chez nous au Parlement, nous n'étions pas tenus de sanctionner Dom Simon. Parce que l'éthique du moment de la transition ne permet pas à une quelconque institution de pouvoir appliquer les dispositions tout entières de l'institution si nous étions en régime normal. Donc, les juges constitutionnels, c'est un ami qui en est à la tête, auraient dû s'abstenir pour le moment, et on attendrait légitimement la fin de la transition pour honorer les juges qu'il faut. Là, je parle maintenant de l'esprit. Dans l'esprit, il y a l'éthique. Voilà, donc, on pouvait attendre. Donc, cette nomination honoraire est un peu cavalière et précipitée. Alors, les juges du moment devraient s'abstenir de le faire. Parce que il n'y a pas de loi précise pour le faire. Voilà. Maintenant, sur la CAC, oui, l'activité diplomatique du président de la République, si vous avez bien remarqué, est impressionnante et tout à fait débordante, mais c'est justifié parce qu'il faut rassurer tous nos partenaires. Mais ensuite, il faut veiller à la sécurité de notre pays. Il faut veiller à ce que tous ceux-là qui n'ont pas intérêt à ce que nous restions debout ne nous mettent pas les bâtons dans les roues. Donc, nous devons faire attention avec tous nos partenaires immédiats, mais je crois savoir, et je vous le dis, le président a débloqué suffisamment beaucoup de situations.
Nous, à l'Assemblée nationale, nous avons aussi une activité diplomatique intense dans le cadre des parlements, des différents parlements africains et mondiaux. Tout ceci est fait dans le sens de remettre le Gabon sur les rails, qu'il reprenne sa position. Bon, la position du roi de l'Angola est une position, j'allais dire, particulière et sinon isolée. Les autres pays de la sous-région sont parfaitement compréhensibles avec ce qui se passe au Gabon. Et puis j'ai envie de dire, très franchement, notre immédiat, c'est d'abord la CEMAC. Notre immédiat, c'est d'abord la CEMAC. En plus, maintenant, on va à la CAC. Parce que c'est dans la CEMAC qu'on retrouve nos intérêts les plus précieux. Parce que c'est quand la maison de ton voisin, c'est le Cameroun, le Congo, la Guinée équatoriale, le Tchad, le Centrafrique, nous sommes voisins, on tourne. Bon, maintenant, la CAC, on ne voit pas très bien, très vite, le contact que nous avons, mais c'est une organisation qui d'ailleurs, et je vous parle en juriste, devrait être réformée. J'ai eu le plaisir ces jours-ci derniers de lire leurs textes, ils sont totalement inadaptés, et je le dis haut et fort, parce que le président de la CAC, de la commission, ne peut pas avoir un vice-président à qui il donne du travail. Non, le texte doit préciser les missions du vice-président. C'est ça dans les organisations internationales. Et alors qu'à la CAC, il est écrit que le président, il préside seul, et puis quand il veut, il donne du travail au vice-président, il assume l'intérim. Non, moi je conseillerais au gouvernement de mettre ce papier sur la table et qu'on en convienne. Et l'actuel vice-président de la CAC est une brillante personne, une équato-guinéenne, qui parle un français limpide, qui est calibrée, qui vient des organismes internationaux assez élevés, mais elle n'a pas le texte des attributions précises. Donc c'est des choses qu'on doit revoir pour entretenir une coopération sous-régionale cohérente. Ça fera aussi partie de l'annexe de la restauration des institutions. Maintenant, il y a la modification de l'article 35. Oui, mais il y a un recours qui a été porté à la Cour constitutionnelle. Et vous savez, les personnes qui ont porté ce recours sont plus ou moins, ils n'ont pas porté au titre de réagir. On sait que c'est M. Leyama, c'est M. Boboun. La Cour constitutionnelle n'a pas encore rendu son verdict. Attendons, j'ai seulement le malheur de dire et de penser que je ne commande pas les actions en justice. Quand elle se prononcera, on verra bien de quoi il en retourne. Mais le cas de Zigou, effectivement, de l'article 35, oui, il faut voir, ça rentre dans le cadre du président. J'ai lu quelque part dans un journal que le président est mal employé. J'ai lu ça. Hein. Bon, il faut veiller peut-être à corriger tout ça, calmement, que les personnes lisent calmement les textes, qu'ils fassent attention à ce qui doit se faire, et qu'on avance à pas très orienté et à pas feutré, en pleine connaissance, vous avez raison, des moyens légaux qui sont à notre disposition. Et c'est ça encore le problème du Gabon. La petitesse de notre pays permet à tout le monde de penser qu'il est meilleur et qu'il est plus bon que son voisin. Or, c'est pas ça la réalité. L'administration commande et impose une certaine expérience avant que d'occuper des très hautes fonctions. Je le disais déjà au temps du président Bongo, Omar, on ne peut pas être conseiller du Premier ministre, moi je l'ai été, ex-avenant, ex-nihilo, comme ça. Moi j'ai été d'abord conseiller des ministres. On doit monter en grade, en responsabilité. On peut pas être le cabinet conseil
du Premier ministre et du Président de la République en matière juridique est un cabinet qui doit être sérieusement verrouillé, avec des juristes de très haute qualité. Je pèse mes mots, ils m'écoutent. Et je suis capable d'expliquer. Ils savent que Ndombian explique ce qu'il dit. Il faut verrouiller ça parce que ils peuvent mettre en mal, parfois, les orientations du chef de l'État. Et je disais déjà à l'époque d'Omar Bongo que quand un parapheur arrive sur la table du président et qu'il est passé par le Premier ministre, le président n'est pas responsable de la signature du décret qu'il prend. Les fusibles, c'est nous, les collaborateurs. Et en nous, d'abord les juristes, qui ont regardé le texte et la faisabilité et sa composition. C'est nous les fusibles. Ça se passe comme ça dans les pays développés. Quand ça se passe mal, on saute. Le DIRECAB, le conseiller juridique, il saute. Le président n'est pas là pour lire ligne par ligne un décret. C'est pas son rôle. Il lit l'intitulé, il sait qu'on en a parlé, et il sait qu'en dessous, il y a des personnes qui ont tout verrouillé, ils signent. C'est ça une république. Bon, or, on veut tout faire endosser au chef. Non, le chef est assisté. Donc, il faut veiller à ça. Il faut veiller à ce que on soit capable d'avoir autour du chef de l'État des personnes qualifiées et totalement aguerries. Voilà ce que je peux dire de cet article, du recours de M. Zik. Voilà, je crois que c'est la dernière question de la série. Et s'il y en a d'autres, on prend. Alors, je crois que nous en sommes à la grande dernière série de questions. Madame Massier, il faut changer le cours et je reviens sur la question du bilan. Alors, quelles sont les éléments de compression des forces et des faiblesses de cette position? Léane Camincoso de l'agence France Presse. Il y a une mesure qui dure depuis le début de la transition, c'est celle du couvre-feu. Comment est-ce que vous vous positionnez en tant qu'homme politique et aussi en tant que juriste? Dans l'opinion, les nominations des principaux leaders de l'opposition passent comme une volonté pour le CDRI de les neutraliser en vue de la présidentielle de 2025. Quel commentaire faites-vous de cette nomination à Cuba de tous les leaders politiques de l'opposition, au point qu'il n'y a plus aujourd'hui de voix dissonante sur quoi que ce soit qui soit par les autorités de la transition? Oui, je vous remercie tous. Les forces et faiblesses de la transition, oui, dans toute action humaine, il y a des forces, il y a des faiblesses. C'est nier la réalité humaine que de méconnaître ça. Les forces, c'est qu'il y a toujours cette volonté commune entre les militaires et les politiques de vivre la transition, et même le peuple lui-même gabonais, encore aujourd'hui, veut vivre la transition et surtout ce qu'on va y faire. Ça, c'est une force. L'engagement populaire est là, l'engagement des politiques est là, et c'est pourquoi dans mon discours tout à l'heure, maintenant comment on s'y prend. Ça va être les discussions qui vont arriver dans les jours qui suivront. Les faiblesses, elles sont essentiellement humaines. Elles sont les faiblesses de nos comportements, les faiblesses de nos ambitions, incandescentes d'ailleurs, où chacun veut nommer le parent, chacun veut nommer le membre de son village, mais le président Oligui, qui en lui-même est une transition, parce que ce monsieur est né de deux parents distincts de manière ethnique, voyez-vous, il reçoit toutes ces pressions, les pressions de paternelle, maternelle, du CTRI, et les pressions d'autres domaines. Donc, les faiblesses, elles sont d'ordre
humaine et la caractéristique de la petitesse de notre population favorise ces faiblesses-là. Nous sommes trop peu nombreux pour constituer une certaine anonymat qui permettrait à la haute administration de connaître les nominations sans que dans l'heure du prononcé du nom du DG, vous ne l'ignorez. Ici, quand on nomme un DG, 5 minutes après, tout le monde sait qui il est. On le situe même, on dit qu'il est du G2. On dit qu'il est du WLTM. Bon, ça, c'est la petitesse de votre population. Maintenant, ce qui est préoccupant, effectivement, c'est de savoir si le DG nommé est à sa place. Est-ce qu'il remplit les conditions d'ancienneté, d'expérience et de compétence? Ça, c'est notre débat. Mais comprenez que le président de la République et le CTRI, ce sont des humains qui, certainement, subissent des pressions. Moi, j'en subis en ma qualité de premier vice-président de l'Assemblée. Vous vous rendez compte de toutes les sollicitations qui me sont soumises pour trouver du travail? Le dernier membre de ma famille est convaincu que je peux trouver du travail au claquement du doigt. Mais imaginez pour le président. C'est ça la réalité gabonaise. Il faut vivre ça, mais on va corriger. Rien n'est impossible à corriger. Ensuite, l'AFP demande le couvre-feu. Oui, au tout début, il était à 18h. Je suis là, en conversation avec le président à l'époque, qui avait demandé, en tant que président de la Ténance 2023, de relever l'heure. Le président Oligui a consenti à relever l'heure, nous sommes passés à 20h. Nous avons encore travaillé, nous sommes à 23h, à minuit. Donc, il n'est pas placé pour de la fantaisie. Il n'est pas placé pour de la fantaisie. Il y a vraiment des alertes, de la vigilance nécessaire qui nous imposent encore de vivre en couvre-feu. On a essayé de vous le lever pour les fêtes de fin d'année. Nous étions tous contents, mais on peut vous garantir qu'on ne va pas passer l'année 2024 sous le couvre-feu. Il faudra bien le lever quand nous aurions mis en place tous les éléments de sécurité qui nous permettent vraiment de verrouiller notre territoire. Savez-vous qu'à Libreville, seulement, dans la ceinture de Libreville, on peut dénombrer plus d'une 60aine de débarcadères clandestins? Le savez-vous? Et donc, oui, dans la nuit, pendant que vous dormez, il y a 300 personnes qui peuvent débarquer quelque part sur la baie de Latini ou de Nicoy. Et puis, on s'en va. 300 personnes bien formées, c'est lourd. Savez-vous que sur la ceinture de Libreville, il y a plus de 60aine de débarcadères clandestins? Et tous ces gens-là, d'ailleurs, qui sont ici, ils rentrent par là. Donc, on doit essayer de veiller à ça. Et ensuite, je dis franchement, ceux qui sont partis ne sont pas contents. Donc, il faut faire attention. Ceux qui sont partis ne sont pas contents. Oui, ils sont partis. Il y a eu alternance. Je vous dis, le nom que nous avons trouvé avec Madame Issambo de parler d'alternance est quasiment divin. Et quand Ondosa vous disait 60 ans de Bongo, c'est trop, les gens me disaient à côté 60 ans, Monsieur le Président, c'est un mauvais calcul. Omar Bongo est venu au palais en 67, ça fait 60 ans. Je disais non, en privé. Albert Bongo est rentré au palais en 63. Et ce nom sort du palais en 2023, 60 ans. Aujourd'hui, quand même, le président de ce pays s'appelle Oligui Nguema. Maintenant, je reviens toujours à la population gabonaise. Nous sommes très peu nombreux. Nous sommes mélangés dans des implications de famille. Nous sommes tous aujourd'hui impliqués dans des relations de famille transversales et horizontales. Parce que ma nièce est mariée à Chibanga. Mon fils a une femme de Port-Gentil. Ainsi de suite. C'est ça le Gabon nouveau.
Donc, ce qui fait que on a des contacts et des relations qui restent. Moi, j'avais dit au départ qu'on pourrait conserver les PDGistes, ceux qui ont la qualité et qui n'ont pas les mains très, très sales, qui ne sont pas soumis aux crimes et au détournement massif. Si il vous a peur d'observer qu'il y en a certains, mais je dirais, aucun déménagement politique dans un tel processus ne permet et n'autorise la brutalité immédiate. Il faut être raffiné aussi. Je pense que vous m'avez compris. Ensuite, oui, le Gabon Médiatal parle de la nomination des opposants qui aujourd'hui perdent toute liberté. Mais qui a rêvé de voir Ndosa candidat? Quel est le Gabonais qui peut mettre dans un pari d'1 million de francs qu'Ndosa pouvait être candidat d'alternance 2023? Mais rien n'est fait. Rien n'est fait. Je vous indique simplement qu'au premier gouvernement de Don Sima, il n'y avait aucun ministre d'alternance. Si vous avez remarqué cela. Donc l'arrivée de M. Chambrier est un processus. Rien n'est fait. Et puis, je disais tout à l'heure, les choses à venir sont très importantes et elles vont se jouer là-bas. Aucun opposant n'est muselé. Je ne serai pas devant vous ici en train de vous donner ce discours de liberté. Aucun opposant n'est muselé. Aucun opposant n'a perdu son droit d'expression à la parole. C'est libre, mais simplement, c'est le temps de se mettre au travail pour trouver ensemble les voies et moyens de construire notre nouveau Gabon. Il faut qu'on construise ensemble notre nouveau Gabon. L'autre qu'on appelle Mao Zedong, en 1949, il a dit, je donne à mon pays 50 ans. Voilà la vision, le petit livre rouge. On fait comme ça, on n'importe rien, on mange ce que l'on produit. 50 ans après, la Chine finance le déficit américain. La Chine finance le déficit de l'Europe. Donc, si les Occidentaux ne veulent pas l'admettre, la Chine est la première puissance du monde. Il faut de la vision. Quelle vision voulons-nous donner pour le Gabon des 50 années à venir? C'est ça qu'on doit faire tous ensemble, avec vous les journalistes, avec les corps sociaux, avec les politiques. Hein. Bien sûr, on va faire des sacrifiés, parce que vous avez plus de 110 partis. Vous croyez que c'est sérieux? Donc, on va essayer de trouver un modus vivendi pour avoir un modus operandi qui nous permette de soit des nouvelles institutions viables. Donc, aucun opposant n'est muselé. Aucun. Et si je m'étais abstenu de répondre aux interrogations de l'AFP, justement, de l'agence Reuters, de la BBC, de RFI, et que je me suis imposé un silence, ce n'est pas tant qu'on m'avait muselé, mais c'est un repli d'apprentissage et un repli d'écoute. Et après, je suis aujourd'hui, 4 mois après, devant vous, pour m'exprimer librement. Et M. Chambrier, très prochainement, pourra s'exprimer librement. Ça, je vous le garantis. Vous avez d'ailleurs suivi, et ça aussi, c'est à noter, le discours de Mme Lissambo au vœu, qui est un discours d'une table libre et très engagé. Donc, il n'y a pas de muselage. Nous allons avancer. Et vous, de la presse, soyez libres. Soyez libres. Vraiment libres. Libres de toute influence et de toute impression. Et je dirais même de toute mystification. Soyez libres. On a besoin de vous. Et écrivez des choses justes. Faites des propositions critiques, valables. Ne soyez pas adossés aux attentes habituelles. Proposez. On a besoin que toutes les couches où il y a de la production intellectuelle s'expriment ouvertement. Voilà.
Alors, il va être plusieurs. Nous allons tout simplement prendre la dernière série de questions. Bonjour, monsieur le président. Je suis Miguel Moukala, rédaction de l'événement qui va être là. Je suis vice-président en environnement. Et ma question, comme vous l'avez compris à travers le va orienter justement sur la question de l'environnement. Donc, pour le prochain qui comprend du bas, il y a une chose qu'on peut le reconnaître, c'est d'avoir porté l'image du Gabon en matière d'environnement. Aujourd'hui, avec la ministère, on constate le gage du Gabon qui est moins en recul. Vous, qui êtes à l'Assemblée nationale, en tant que vice-président, quelles sont les mesures, quels sont les conseils que vous donnez aux autorités gabonaise pour maintenir ce gage? Il n'y en a plus. Bon, on considère que c'est la dernière. Il n'y a plus de questions. Je suppose que pour une fois que les journalistes ne veulent plus poser de questions, ça nous rassure. Alors, je vais donner donc la parole au président de l'OPA, non seulement pour répondre à cette dernière question, mais également pour son dernier mot. Oui, la conférence nationale et la restauration des institutions passera par la vérité de notre histoire, la vérité de l'histoire de notre administration. À la vérité, c'est Omar Bongo qui a été approché et qui a accepté la stratégie expliquée par des personnes à l'époque, que je ne citerai pas ici, pour nous constituer 13 réserves. Et je me souviens qu'on a nommé à la tête de l'institution un brillant cadre gabonais, inspecteur du Trésor, ancien directeur général du budget, M. René Hilaradiaïno. Et ça marchait bien. Ali Bongo a fait de l'environnement du business. Je n'accepterai pas cette proclamation péremptoire de venir nous dire qu'il a réussi quelque chose. Il a fait de l'environnement du business avec, pour crise morale et psychologique, un Écossais comme ministre de nos forêts. Un drame pour moi qui suis traditionnaliste. C'est un drame. Dans les années 2000, que nous ayons un monsieur Lee White qui soit ministre de nos forêts. Si le drapeau national proclame dans ses couleurs le vert comme étant l'expression de la forêt, on doit considérer que c'est un domaine régalien réservé aux nationaux, initiés, j'y ajoute, qui comprend qu'avant de couper le Mouveni ou de couper le Moabi, il faille lui parler. Il a fait de l'environnement du business, il y a eu beaucoup d'argent. Et je crois que les audits qui vont être montés vont démontrer à suffisance l'évasion financière qui a été constituée autour de ces personnes. Les audits viendront vous le démontrer. Et d'ailleurs, à l'arrivée du CTRI et de la transition, les éco-gardes étaient à 5 mois de salaire impayé. Le nouveau régime a essayé de soulager cette situation récemment. Donc, nous allons continuer la politique de l'environnement, mais de manière un peu plus, j'allais dire, rationnelle et non politique. On ne peut pas me dire que l'environnement était prospère sous Ali Bongo quand le monsieur lui-même est propriétaire d'une entreprise qu'on appelle Volam et qui dévaste les forêts. Et que le Gabon, sous sa gouvernance, a vu surgir de manière massive le conflit homme-femme. Dès qu'on a mis des caterpillars et des citronçonneuses dans les forêts les plus profondes où résidaient les éléphants, celles-ci se sont rapatriées vers les villages. Et il n'y a qu'à voir, si vous vous mettez à taux et comptez le nombre de grumiers qui passent depuis 2010, je pense que c'est une véritable catastrophe.
Moi, j'ai envie de comprendre où est le résultat de cette politique de l'environnement. Et ensuite, je l'ai dit quelque part à des Occidentaux, c'est bien beau de passer le Gabon sous la canapé par avion et de penser que la forêt est intacte. Non, il faut traverser le Gabon par voiture et de comprendre qu'en fait, les bois qu'on voit par la canapé en avion, ce ne sont que des palétuviers, des combo-combo, qui ne représentent pas des essences nobles. Parce que si vous mettez toutes les nationalités qu'on a mis dans nos forêts depuis une vingtaine d'années et qu'on ne veut pas d'environnement, je pense que le CTRI et les restaurations des institutions, on va en faire un chantier un peu plus sérieux. Et il y en a de même de la pêche. Il y a des bateaux qui pêchent au large de nos côtes. Il faut aller contrôler tout ça. Il faut aller contrôler tout ça. Donc, l'environnement, il y a du boulot. Et du vrai boulot. Voilà, mesdames et messieurs. Il y a une dernière question. Désolé, alors, il se trouve qu'on me signale qu'il y a une dernière question qui demande. Nous allons laisser la possibilité aux compatriotes de poser cette dernière question. Désolé, Monsieur le Président. Ouais. Monsieur le Président, j'ai très peur de penser, à travers une de vos réponses, que vous ne vouliez pas évoquer certaines questions. Vous avez dit que les textes organiques des institutions ne devaient pas être appliqués dans leur intégralité, et qu'à cela ne tienne plusieurs faits sociaux qui ont eu lieu sous le règne d'Ali Bongo sont, selon plusieurs observateurs, susceptibles de donner lieu à des enquêtes parlementaires. Le cas de Ngolo Beka, le cas du QG de Jean-Denis, l'affaire Esther Miracle, l'affaire Pierre Modélé, ou encore les conditions d'incarcération à la prison centrale. Et je vais ajouter la publication du rapport Covid-19. Qu'est-ce qui justifie le but de l'institution sur ces faits? Est-ce parce qu'on est en période de transition où il se suscite quand même au sein de l'institution la volonté d'engager des enquêtes par rapport à ces faits-là? Je n'ai cité que quelques-uns, mais des exemples, il y en a encore. Oui, je vous remercie. Si vous m'avez bien suivi dans mon discours, c'est dit quelque part, il faut passer par la réconciliation. Et la réconciliation exige la vérité. Je vous l'ai dit dans le discours, réconciliation, vérité. Moi, pour prendre une loi d'armistice, il faut d'abord trouver les coupables. Ngolo Beka, le QG de Pig, la tombe de mon grand-père Germain, inconnu, tout ça, le Gabon, un jour, doit s'asseoir, comme on doit s'asseoir pour en parler. Croyez-vous que l'un des plus brillants intellectuels de sa génération puisse disparaître et ne pas lui accorder même une certitude, et que ça soit normal? Assassiné en septembre 1971, il y a des choses qu'on va réveiller, qu'on va dire, qu'on doit dire pour amener la paix des esprits. Ngolo Beka, il faudra un jour sortir la vérité, le Kaka Ndegui, Ndona Depeno. Mais ça, une commission vérité et réconciliation va être mise en place pour parler de la vérité. On ne peut pas continuer sur des grands mensonges. Aucun pays, aucun État ne s'est construit sur le mensonge. Et je vous dirais que symboliquement, c'est la première fois au Gabon que vous avez le privilège d'avoir un président dont on peut tenir le père, on le voit, et dont on peut tenir la mère, on la voit. N'est-ce pas? Ayez en conscience ce constat. Pour vous dire que, comme je l'ai dit aux Blancs, au tout début du coup de force, les Blancs doutaient, quand je leur annonçais que Oligui et Odossa vont se rencontrer. Et ils me disent, ah vous y croyez? Et je leur ai dit, Oligui Lema et Odossa sont des Gabonais. Et quand ils se sont rencontrés, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. De partout. Ah, Monsieur le Président, bravo, Monsieur le Président, mais vous... En plus, il est en civil.
Je vous ai dit que Uli Nguema et Ondosa sont des Gabonais. Ça suffit pour moi. Donc, il y aura tout ça. Hein, il y aura tout ça, tout va être mis à terre. On ne peut pas refonder le pays, restaurer les institutions si on ne passe pas par l'étape vérité. Et la vérité de tout, même des choses qui font mal. Il faut qu'on se rétablisse, parce que spirituellement, la vie commande que tu sois debout là devant moi, parce que tu as un nom, parce que tu as une mère, parce que tu as un père qui a une origine et qui est né quelque part. Si on commence par dire que ton père n'est pas né quelque part, il est plutôt né du côté de notre endroit, on fausse la vérité. Et cette vérité fausse l'établissement de la divinité. Donc il faut qu'on soit dans la vérité. Ça va se faire, ne vous inquiétez pas. Il y aura une commission, réconciliation et vérité. Comme Mandela l'a fait, mais il faut le faire sans rancune, sans invective, sans idée de revanche, dans un apaisement qui commande à la résurrection des âmes. Il ne faut pas penser qu'il faudra forcément faire dent pour dent, œil pour œil. Non, que les gens admettent que voilà, ça a été fait comme ça. On sait au moins où on a enterré Benjamin. On sait au moins qui a tiré celui-là des pénaux. Ça suffit. Ils sont morts depuis. Mais on le sait. Et que cette vérité soit établie dans la conscience populaire. À ce moment-là, les membres du Gabon vont nous permettre de nous développer. Parce que les mains du Gabon ne permettront pas le développement dans le mensonge. Et depuis qu'on ment, est-ce que nous avançons? 56 ans d'un mensonge établi, on n'avance pas. Les autres avancent parce qu'ils n'ont pas de gros mensonges établis au plan national. Donc il faut arrêter avec les gros mensonges. Oligui Nguema, au moins on peut toucher son père, on peut toucher sa mère. Il est en lui-même transition. Je vous remercie. Alors, et je vous demande de conserver toute l'espérance et toute la foi que vous avez envers le Gabon. Je vous demande et je vous exige de rester parfaitement positif, parfaitement calé à la réalité de chacun d'entre vous. Donnez à votre pays la magnifique capacité que vous êtes en droit de donner. Et surtout, allez à la quête et à la recherche de l'information réelle. Ne restez pas dans le Congo-Ça. On a constitué le Congo-Ça comme un système de gouvernance pour entretenir l'ignorance, la bêtise et tout simplement l'endormissement. Donc je vous remercie. C'est vous qui allez faire les jours prochains. On va exiger de vous la transmission et la traduction des idées politiques. Il faudra les traduire fidèlement, il faudra les accompagner fidèlement pour que tout le peuple s'en imprègne et sache. Vous devez éduquer les Gabonais pour choisir la nouvelle République qui nous est peut-être favorable. Vous devez éduquer les Gabonais pour comprendre ce que signifie le mot constitution, ce que signifie le mot État, pour comprendre ce que signifie la Cour constitutionnelle, rendue dans ses pouvoirs et ses limites régaliennes. C'est à vous de jouer ce rôle, et donc je vous invite très modestement à prendre aussi la place qui est la vôtre, et les politiques, moi, en ce qui me concerne, et ceux qui m'accompagnent, mes amis, sont à mesure d'être toujours ouverts et parfaitement en attente de répondre à toutes vos interrogations et attentes. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre petit déjeuner avec les médias. Vous aurez l'occasion, à cette sortie, d'échanger 3 minutes avec le président François Chauvian,
Et moi, je vous dis merci à chacun de vous. Bonne journée. Ouais. Oui.